Hein, allô, allô. Salut. Salut, bienvenue dans le nouveau vlog de cette semaine. Coaching Week. Mélanie et Anthony sur une séance de split jerk. J'espère que les tips vont vous plaire. Et en deuxième partie, les exercices hyper importants à mettre dans vos programmations que vous ne mettez pas assez afin de rester opérationnel à la vie de tous les jours. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui on va sur le split, beaucoup plus compliqué, de par le fait que la position de réception, elle est vraiment merdique à comprendre. Et il faut déjà la comprendre sans barre. Les fondamentaux sont extrêmement simples, ils sont au nombre de 3. Il faut que j'ai mon genou qui soit derrière mon talon. Dès que je vais avoir cet angle, je vais m'enfoncer, comme ça. Ça va pas le faire. Donc j'ai besoin que ça fasse ça. Là, je vais me tanker. Si quand mon pied il part, je fais ça, ça va pas le faire. Donc cet angle est hyper important, c'est le premier fondamental. Le deuxième fondamental, c'est l'angle derrière. Si mon talon il est ici, avec le poids, je vais faire ça. Et donc ça va entraîner tout un système de compensation. Donc je dois être là. Et le troisième fondamental, c'est plier légèrement le genou pour que mon fémur revienne sous ma hanche, ce qui va m'éviter de me cambrer. Ce qui va être exagéré par le fait que je vais être au-dessus de la tête. Et ça, c'est vraiment l'un des plus gros défauts. Les gens qui, dès que c'est lourd, arrivent, boah, jambes quasiment tendues, ouvrent au-dessus et prennent tout dans le bas du dos. Donc il va falloir qu'on bosse chaque fondamental l'un après l'autre. Okay, prenez pas votre position de fente, juste une jambe devant, une jambe derrière. Et vous allez venir tanker votre jambe avant. Mon buste est droit et ma jambe elle fait. Je ressens vraiment que l'ensemble de mon corps va se figer parce que je l'ancre dans le sol. Ça se défaut là. Arrête de pencher le buste. Ton buste est droit. Ah! Là, on se focus que sur la jambe avant. On regarde pas ce qui se passe derrière, fondamentaux un par un. Ensuite, pied arrière. Donc je vous fais une démo que je fais souvent. Ça, c'est un plate de 1,5 kg qui doit faire au bas mot 15 cm de haut, que je mets au sol. Si je le décale d'un demi-centimètre, il tombe. Donc vous imaginez bien que, prenons l'exemple de Mélanie, si elle jerk 50 kg, qu'elle en pèse 50, elle se retrouve avec un équilibre de 100 kg, avec une barre qui va être à peu près 1,80 m, 2 m au-dessus de la tête. Vous imaginez que si son talon derrière, il est comme ça, et derrière, ça va créer plein de compensations. Ça. Et au passage, il y a des gens qui se sont pétés net ici, comme ça. Bon, évidemment pas à 50 kg, hein, mais c'est ce qui est arrivé à Lucas Esslinger, qui depuis a plus trop fait les games. Hein. Son coach lui a demandé d'arrêter de faire ça. Il l'a fait jusqu'à ce que ça casse. Un tip que j'utilise pas mal, c'est de me dire que derrière, il y a un starting block. J'essaie de faire en sorte que mon pied rentre dans le starting block. Et à chaque fois, mon pied rentre correctement. Et de ce fondamental-là, on va directement aller dans le troisième, la flexion de la jambe arrière. Il faut que vous cherchiez à ramener le genou sous la hanche. C'est théorique, oui. On voit plein de gens jerker très lourd, la jambe complètement tendue. Oui, ça s'appelle la compromission de l'intensité. C'est pas comme ça qu'on jerk. Mais quand on a son ARM sur la gueule, en fait, on jerk comme on peut. Donc, comment on va faire? On va se mettre sur une ligne. Je vous montre là. Et on va faire un step, 50% de la distance avec ma jambe avant, 50% avec ma jambe arrière. Et je vais contrôler mes 3 fondamentaux. Quand c'est fait, je vais compter 1, 2, 3, ramener ma jambe avant, ramener ma jambe arrière. On y va? Série de 5. Yes. Vous ne devez pas être large. Parce qu'en fait, ça, quand vous allez récupérer la barre, il y a tout qui va se crisper pour se stabiliser et ça va très très mal se passer. Vous avez plus de mobilité des épaules quand vos pieds sont sur un plan et que vous push jerkez. Donc là, écarter les pieds, ça a vraiment un intérêt. Un vrai push jerk d'haltéro, c'est extrêmement large. Par contre, à l'inverse, quand vous avez les pieds sur 2 plans, plus vous êtes large, moins vous avez de mobilité d'épaule. Donc c'est une bêtise absolue. En général, les gens aiment jerker large parce qu'en fait, quand ils jerkent serré, ils font ça. Ils disent « Ah, alors je suis plus stable. » Là, non, en fait, il faut juste que tu apprennes à utiliser tes pieds. Parce que quand tu sais jerker, tu fais ça.
ça bouge pas. Une correction sur Orlen qui jerkait de manière relativement random, 130 de temps en temps au jerk block. Il a commencé le jour même à faire des 140 et des 145 et après je pense qu'il a plus jamais fait en dessous de 140 et 145. On a fait quoi? On a arrêté de partir de là et de faire ça. On est parti de là et on s'est mis à faire ça. Il faut, quand on coach, se demander si quand on rajoute un détail, on n'est pas en train de masquer la non-maîtrise d'un fondamental. Il faut quand même savoir que dans notre domaine sportif, il n'y a absolument aucune formation officielle, standardisée, qui parle des pieds. Donc c'est un univers qui est absolument pas connu. Moi, je suis formé dans la posturologie, donc j'ai intégré ça, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Il faut bien comprendre que si quand vous impactez, votre pied accroche pas et décale, ça veut pas dire que ça, c'est votre bonne position. Ça n'a aucun rapport. D'accord. Par contre, le fait d'être plus serré, vous avez beaucoup plus de mobilité. Et sur votre dip and drive, qui est relativement court, parce que vous allez descendre de 5 à 7 cm pour monter sur vos orteils de 5 à 7 cm, automatiquement, vous allez pouvoir monter beaucoup plus haut d'ici que d'ici. Je tanque ma jambe avant, je la regarde de manière effective. Je place ma jambe arrière, je la regarde de manière effective. Je fais gaffe à l'angle de mon genou et quand tout est OK, je regarde droit. Il y a pire que mal se placer. Il y a mal se placer, regarder et pas corriger. Faites en sorte de checker de manière effective. Anthony, est-ce que entre chaque répétition, tu regardes comme je t'ai demandé? J'ai un doute. Le check des 3 points fondamentaux entre chaque répétition n'était pas une invitation. C'est une obligation. Et de cette situation-là, vous allez simplement jumper, regardez si vous avez la bonne position, jumper, etc., etc. Ok, allez, go. J'ai considéré que c'était très efficace. J'ai fait 10 stages de weightlifting 101 et j'ai décidé de l'intégrer dans notre méthode. Eric Lokelner, c'est important de le préciser pour ceux qui vont dire « Ouais, mais ça, c'est weightlifting 101. » Oui, j'explique ça à tous les gens qui viennent en coaching. Guillaume Guy n'invente rien. Je vous demande absolument pas d'être talon vers le ciel en termes d'élévation. Je vous demande pas de pousser parce que ça va réduire l'empreinte de votre pied au sol et vous allez être beaucoup moins stable. Je vous demande pas d'être là. Je vous demande d'être là, sans chercher à venir ici. Parce que là, moi, je suis que sur mon gros orteil, c'est extrêmement taxant et comme je suis dans la raideur, je vais sûrement rebondir. Donc en fait, l'angle du pied derrière, à très peu de choses près, vous voyez ce qui se passe? Il permet de placer cette hanche. Il suffit que votre pied soit là et votre point of aim, il est décalé. Et donc forcément, vos épaules qui vont saigner sur vos hanches, ça marche pas. Très très important comme notion. Pour l'instant, on va enchaîner. Barre, step, step. On contrôle bien les points. Menton, tête, strict press. 5 répétitions. Quand c'est fait, je pose la barre. Je me remets en fente et je fais mes 5 sauts. Et je contrôle à chaque fois que je suis dans la bonne position. Anto, il faut vraiment que tu fasses un level up sur ton talon arrière. C'est presque ça, mais presque ça, c'est pas ça. Donc, prochain exercice, va-et-vient de jeter. C'est un exercice que m'a expliqué Benjamin Hennequin, que j'ai bien aimé. Qu'est-ce que c'est qu'un va-et-vient de jeter? C'est en fait un push-jerk, mais en position de fente. La suite, vous allez garder le va-et-vient de jeter, mais l'exercice sans la barre, c'est 1, 2, 3, check, check, reset. Super taf. Beaucoup mieux le pied derrière, Anto, super. Il faut que je sente mon fessier en fait. Ouais, faut que tu sentes. Fessier, là, c'est que le talon, il est bien Quand tu sens ta hanche tourner, engage ta hanche. Ouais. Maintenant, il faut que tu corriges ça. Alors, le bon moyen quand on a le genou qui plie toujours trop, c'est de se dire, ok, je recommence et j'arrive avec la jambe avant moins fléchie. Donc, ce que j'expliquais pour ton talon, c'est que comme tu sautes large et t'atterris large, en conséquence, ton pied fait ça. Très bien. Super travail. Aujourd'hui, Mélanie va te montrer une technique pour soulager tes épaules. C'est comme les crottes de nez. Me dites pas que vous mangez pas vos crottes de nez quand même. Tout le monde mange ses crottes
Bah, évidemment. Ok, barbell Z press behind the neck. Super musique, Jordan. Ça plus un couscous, on est pas mal, je pense. Orlan, pourquoi tu décales ton jour de bench par rapport à moi? C'est parce que tu as peur que je te montre qui c'est le patron? Les amis, aujourd'hui, petite vidéo sur les exercices qu'on met pas assez, les exercices qu'on retrouve pas assez dans nos entraînements au quotidien et qu'on retrouve pas assez dans de la préparation physique type opérationnel. Attention avec ce terme, je sais qu'il fait bondir les agents spéciaux, Black Ops, Black Cats, Black Ninja. Opérationnel, c'est juste est-ce que je suis capable d'avoir le physique et les compétences nécessaires pour mener à bien ma mission. Vous êtes infirmière, vous avez besoin de faire ces exercices parce qu'il faut que vous puissiez porter vos patients. Idem pour les aides-soignants, aides-soignantes, on n'a pas de souci avec votre hiérarchie bizarre, chelou, que l'un il ne veut pas faire ce que fait l'autre, ce que ne veut pas faire l'autre. Bref, je sors du débat. On a besoin de la même chose si on a des enfants et qu'on a besoin de les porter. On a besoin de la même chose si on est pompier. On a besoin de la même chose dès qu'on a besoin d'utiliser notre corps dans notre métier, et donc être opérationnel, c'est pas forcément avoir fait un an de formation pour sauter d'un hélicoptère en corde lisse. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va voir quelques exercices qu'on ne fait pas assez. Le premier qu'on ne fait pas assez, c'est le shuttle run. Pourquoi? Parce que dans les watts de CrossFit ou quand on a besoin d'aller courir, on commence à courir sur des très longues distances. Or, le problème, c'est que dans la vraie vie, on court rarement juste tout droit en ligne. En général, on doit changer de direction, éviter des trucs. Un de ces quatre, on devra éviter des zombies. Donc c'est très important de bosser au changement de direction et je vais vous montrer comment il faut qu'on fasse. Ensuite, un exercice qu'on ne fait plus du tout en crossfit sportif, c'est tout ce qui est élévation au niveau des épaules. On ne travaille plus dans ce sens, j'ai besoin de prendre un truc et de le faire contourner, j'ai besoin de porter un fusil, ce genre de choses. J'ai besoin d'avoir des épaules qui soient capables de travailler à 360 degrés dans tous les plans. Donc les élévations ont vraiment une nécessité d'exister. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les gens vont être très vite taxés des trapèzes et non pas des épaules, c'est justement par cette prédominance de tout ce qu'on fait en shrug au niveau des épaules versus les élévations qu'on ne fait pas. Autre type d'exercice qu'on ne met pas assez, le farmer carry. Farmer carry, on n'en voit pas assez. Parce que si vous avez de la chance, vous faites un peu en compète, on voit beaucoup faire ça aux games. Parce que c'est un très bon exercice, très bon choix. Pourquoi? Parce que j'ai tout le temps besoin d'être capable de soulever des trucs très lourds et de les charrier. À une main, en général, c'est mieux. Sandbag carry, prendre un gros poids et le porter, parce que c'est comme ça qu'on va déplacer la plupart des choses dans la vraie vie. Vous allez voir qu'au niveau des abdos, du dos, au niveau pareil du changement d'appui, quand c'est vraiment très lourd, c'est très important. Et tout ce qui est sled, on en faisait beaucoup à l'époque du CrossFit non sportif. Ah, quelle belle époque, cette époque où il n'y avait pas de compète. Mais on l'utilise plus, très dur à mettre en œuvre quand on est dans des cours collectifs. Évidemment, on ne va pas prendre 12 sleds et faire pousser des sleds, mais pour ceux qui peuvent le faire et qui s'entraînent solo, il va falloir le faire. Allez, c'est parti. Premier exo, shuttle run. La particularité sur ça, c'est le changement de direction. Il ne faut pas hésiter à vraiment charger un appui au moment où vous changez de direction. La plupart du temps, les gens, quand on leur demande de faire de la course navette, tournent autour du plot. C'est vraiment pas ça le changement de direction. Inspirez-vous de ce que vous voyez sur des vidéos type NFL, rugby, football. But du jeu, vous tankez et emmagasiner un maximum d'énergie élastique dans votre guibole pour que ça vous repropulse. Contraction excentrique à bloc, normalement vous devriez sentir vos quadriceps exploser. Le mec il a fait 10 tours, il est mort. Élévation latérale. Le principe, travailler au deltoïde sur le plan latéral ou frontal. Grosse difficulté, vous allez éloigner en fait la charge de votre centre de gravité, ce qui va rendre son contrôle vraiment difficile. Mais c'est tout l'intérêt de l'exercice et c'est vraiment dommage qu'on ne bosse pas ces exercices-là. À mon avis, on les bosse pas parce que ça fait vraiment go muscu. Vos épaules sont faites pour amener des charges loin de votre centre de gravité dans plusieurs angles, donc n'hésitez pas à les varier. Élévation latérale, élévation frontale, combo des deux, en plus c'est beau. Farmer carry, un exercice extrêmement important pour votre grip, mais surtout parce que dans la vie de tous les jours, il va falloir charrier des trucs lourds. Et si vos doigts ne tiennent pas, si votre gainage ne tient pas,
Si votre capacité de votre corps ne vous permet pas de le faire, vous allez avoir un pépin. Donc farmer carry, on peut le faire avec une grosse dumbbell, on peut le faire avec une grosse kettlebell, on peut le faire avec une barre olympique, du poids à gauche, à droite. Soyez innovants, soyez créatifs, faites-vous plaisir, mais charriez des charges. Sandbag, belly carry. On prend un sandbag ou hug carry parce que ça fait câlin aussi. On prend un sandbag sur son ventre et on se balade avec. Lourd de préférence, hein, si c'est pour que vous ne le sentiez pas et que vous puissiez vous balader comme au supermarché. Ça n'a pas d'intérêt, donc prenez un truc vraiment lourd que vous êtes quand même capable de soulever du sol sans vous péter le dos et marchez le plus vite possible en restant le plus gainé possible. Vos avant-bras vont exploser, vos bras vont exploser, vos abdos vont exploser, votre dos va peut-être exploser. Mais c'est le but de l'exercice. Et vous verrez que c'est un des trucs qui vous donnera le plus de gainage. Cherchez à bouger vite, cherchez à bouger lourd. Sled push. Aujourd'hui, on vous parle du sled push, mais on pourrait utiliser plein de variations de sled quelque chose. Sled push, très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il va vous apprendre à utiliser vos jambes de manière unilatérale, mais il va aussi vous forcer, si vous le faites techniquement, comme je suis en train de vous le montrer, à garder un dos absolument plat. J'ai utilisé ça en rééducation pour des gens qui avaient des hernies discales, ça fonctionne très bien, mais de base, il faut que vous soyez, pour être le plus opérationnel possible, capable de pousser des choses. Et pour tous ceux qui sont tombés en panne, comme moi en bagnole, et qu'il a fallu pousser la voiture, vous savez très bien à quel point c'est important et à quel point ça vous explose les jambes et les mollets comme Jaja. Donc, sled push pour tout le monde.